Bonjour Jonas, comment vas-tu? Bonjour, ça va et toi? Ça va, je te remercie. Déjà Jonas, pour commencer, c'est la question que je pose à tout le monde, mais elle est normale, c'est de savoir comment se passe ton confinement, comment tu le vis. Bah écoute, pour un coach, c'est pas évident, forcément. Ouais. On a l'habitude d'être sur le terrain et ça nous manque. Donc tu vois, j'ai même mis le polo du club pour remettre la tenue aujourd'hui. Mais non, bah, ça nous amène à gérer les situations différemment, beaucoup par téléphone, un peu de visio, et on prend notre mal en patience. Je pense, tous conscients dans le monde du football que la situation, elle est en dehors de notre portée, donc on patiente et on fait de notre mieux, mais je suis pas à plaindre. Tant que la famille n'est pas touchée, que les proches vont bien, au club, on n'a pas eu trop de mauvaises nouvelles, donc tout va bien. Pourvu que ça dure Ouais. sur ces niveaux-là. Hier, il y a eu l'annonce de la part du COMEX. Toi, est-ce que tu peux juste nous dire un petit peu quelle équipe tu entraînes? Alors actuellement, je suis entraîneur des U15 R1 de l'Olympique Marcois. D'accord. Donc c'est un club qui est dans le nord de la France, qui évolue en National 3 en senior. Et j'ai la responsabilité de ce qu'on appelle le jeu réduit. Donc moi je m'occupe des catégories U6 à U13. Donc je gère un petit peu l'équipe d'éducateurs. Et par le passé, j'ai fait 2 ans U19 qui était très intéressant aussi. Et je suis passé un petit peu par les seniors aussi en tant qu'adjoint. D'accord. Ok. Alors cette année justement, tu étais, il me semble, à la lutte pour monter, pour gravir un échelon. Malheureusement, cette décision est venue un peu mettre à mal tout ça. Il y a forcément un peu de déception, peut-être dans un premier temps. Alors, tu parles de la National 3 là ou des jeunes? Non, des jeunes. Des jeunes. Alors moi, avec les jeunes, c'est une situation très particulière ici dans la Ligue Hauts-de-France parce que en fait, en U15 R1, on joue pas une accession. On joue pas une accession, on joue un maintien. C'est-à-dire D'accord. qu'il y a deux poules de U15 R1 et en U16, il y en a plus qu'une. Donc, il faut que 5 équipes de chaque poule, il y a une poule qui est plus du côté Picardie et puis une poule côté nord. Ouais. Il faut que 5 équipes se maintiennent dans les 5 premières places pour pouvoir ensuite accéder et rester en U16 R1. Donc, on ne sait pas du tout vis-à-vis de la décision d'hier comment ça va se passer pour cette catégorie. Parce que est-ce que le fait de dire qu'il n'y ait qu'une descente, ça valide le fait que 11 équipes valident leur ticket et qui passent à deux poules U16 R1? C'est une option D'accord. qui est avancée. Ou est-ce que finalement ils s'en tiennent au règlement de départ et dans ce cas-là, il n'y a que 5 équipes qui passent? Moi, concernant mon équipe, je suis assez tranquille parce qu'on a passé toute la saison dans les 5 premiers, donc on est un peu intouchable au niveau des résultats sportifs, quoi. Bon, on l'espère. Alors, c'est que toi, tu as connu également deux montées de suite en U19, si je dis pas de bêtises. Ouais, alors on est passé de la 19 R2 à la 19 R1 et on a échoué à un point à la montée en 19 nationaux. C'est dommage, c'est un truc qui est jamais arrivé dans notre club. Et en fait, je ne sais pas si tu te souviens, aujourd'hui on est revenu au principe des barrages. C'est Mais à ça. l'époque, c'était un classement national sur les 22 équipes. Oui. Et donc nous, on avait fini premier avec 10 points d'avance sur Dunkerque. Et on était en concurrence avec des championnats où c'est pas forcément le même vivier. Mais bon, on a accepté le règlement et on a fini 14e sur 22. Ouais, forcément, c'est un peu frustrant quand on voit ça. Mmh. Alors, t'as aussi une problématique. On m'a dit, alors c'est Harry, notre rédacteur notre journaliste qui s'occupe de la partie nord, que pour toi, les jeunes sont confrontés à deux limites. Ouais. C'est à deux limites l'aspect individuel qui privilégie parfois au sens du collectif et le côté justement ultra compétitif. Tu peux nous en dire un peu plus? Ouais, bah en fait, il se trouve que je t'expliquais tout à l'heure le fonctionnement du championnat U15 R1, par exemple. Et c'est un fonctionnement qui est valable depuis le U13. Donc, il faut se qualifier sur un championnat à 6 ou 7 équipes, il faut être dans les 3 premiers. Puis Ouais. après, en U14, il faut être capable, encore une fois, d'être dans les 3 premiers. Et en U15, pareil. Et en fait, on se rend compte que sur 4 ans, de U13 à U15, U16, les gamins sont omnibulés par le fait d'être dans les 3 premiers. Et ça vient jouer un petit peu sur le côté formation, parce que même quand on prévoit un plan de jeu précis et qu'on essaie de leur apporter quelque chose de spécifique sur le côté football, il va très vite être mis de côté sur le terrain lorsque le match ne tourne pas en notre faveur parce qu'on est en quête de points et la majeure partie des éducateurs et des équipes sont dans ce registre-là. Donc il faut trouver un Ouais. équilibre pour nous les formateurs entre ce qu'on peut leur apporter au niveau du football et le fait de les laisser quand même atteindre leurs objectifs au niveau du classement parce que sinon tu les perds. Et Ouais. aujourd'hui,
j'embraye avec le côté individualiste. Nous, on est dans une métropole qui est ultra compétitive avec beaucoup de concurrence, beaucoup de bons clubs. Je ne sais pas si tu as suivi un petit peu la décision d'hier. Elle nous amène à avoir en National 3 l'année prochaine la réserve du LOSC, Marc-en-Barœul, Ouascal, Croix. Donc, on est tous voisins sur 10 kilomètres. Et un garçon qui avec son équipe, ne va pas avoir les résultats rêvés, il va très vite s'orienter vers, malheureusement, un autre club. Donc, c'est une difficulté qu'il faut prendre en compte au quotidien, quoi. Comment le club travaille justement dans la formation de ces jeunes-là? Alors, nous, on a un principe, on est structuré d'une façon un peu spécifique parce qu'on est un club qui est le club avec, on est le deuxième le club le plus licencié du Nord-Pas-de-Calais, après Roubaix. Et on essaye vraiment de trouver un équilibre entre la masse, parce qu'on a 850 licenciés, donc ça représente vraiment beaucoup, et la capacité aussi d'avoir des équipes élites, donc d'avoir des équipes sur lesquelles on peut se hisser au meilleur niveau possible au niveau régional. Donc voilà, le cheminement, il est assez classique. Hein. Essayer d'avoir un éducateur très compétent, diplômé et qui a l'expérience de la division et essayer d'avoir un lien entre l'école de football, ce qui se passe sur le foot à 11 et aussi la particularité qui est nouvelle pour nous d'avoir un club qui est maintenant en National 3. Parce que il y a quelques années, un joueur qui sortait du cursus de formation pour jouer en Régional 3, Régional 2, c'était quelque chose de plus ou moins accessible pour pas mal de joueurs. Alors, pas énormément. Hein. Le collègue juste avant en parlait. C'est jamais sur 20 joueurs, 10 qui vont accéder directement en senior. Mais voilà, maintenant qu'on est en National 3, on sait qu'on en a de moins en moins et qu'on doit être de plus en plus performant sur la formation des joueurs. Justement, comme on a vu avec Zaki juste avant, quel rôle, toi, tu trouves que l'éducateur au niveau des jeunes doit avoir? Toi, en plus, tu as ce rôle de coordinateur technique au niveau de la préfo, et ce rôle de coach avec les U15, c'est un autre public, c'est deux publics différents, forcément. Ouais, comment tu te jauges face à eux? Alors, nous, chez les petits, on a une bonne équipe et l'idée, c'est que on soit vraiment d'abord sur le plan éducatif très costaud, d'accord? Donc, on a cette réputation aujourd'hui dans la communication du club à Marc-en-Barœul via Yann Rojo et par les actions qui sont mises en place. On a vraiment un gros travail qui est effectué là-dessus, qui est depuis des années, même avant mon arrivée. Et c'est un club qui est réputé pour son côté éducatif. Donc ça, c'est quelque chose de très très bien. On est labellisé. Et maintenant, on essaye d'y ajouter de la compétence sur le plan technique, avec des éducateurs qui vont être capables d'assumer et d'assurer un projet de jeu, parce que Marc a la chance d'avoir, via son entraîneur de l'équipe première, une identité. C'est quelque chose qui est rare, mais on sait aujourd'hui, je pense que via Harry, tu as dû te renseigner un petit peu sur ce qui se passe chez nous. On sait aujourd'hui, d'ailleurs, il a eu une intervention aujourd'hui, Fred Advis, que quand une équipe de Marc Senior joue, même sans son maillot, on peut la reconnaître. Et donc, c'est ce qu'on essaye de diffuser chez les petits. Après, le rôle de l'éducateur, aujourd'hui, le collègue l'expliquait très bien avant, il est multiple. Aujourd'hui, en structure amateur, on est un petit peu dirigeant parce qu'on doit gérer la logistique, les maillots, les vestiaires, l'organisation sur le terrain, l'échauffement, etc. Il y a le côté éducatif et mental parce qu'on doit suivre absolument tout ce qui se passe dans la tête des gamins pour essayer de les faire en sorte qu'ils soient en confiance sur le terrain, qu'ils se sentent bien. Et après, le côté tactique, bon, il est assez simple de notre côté, c'est que nous, on estime que la tactique, c'est pas forcément quelque chose de très théorique au sens du terme. C'est pas forcément les tableaux noirs, même si le côté vidéo et puis il y a quelques contenus qui sont intéressants. Au final, je te donne un exemple simple. Hein. Un gamin qui joue au ballon dans la rue, il va être tactique. Il va réfléchir. Est-ce que mon copain va me faire la passe, donc je vais me déplacer pour aller à côté de lui près du but? Est-ce que par contre il dribble, mais il la perd souvent, donc je vais rester derrière lui pour récupérer le ballon parce que souvent il la perd. Ce principe tactique-là, il est en chacun de nous. Nous, l'idée, c'est de faire en sorte dans nos séances qu'il se multiplie. Donc, on va mettre en place des situations où on va essayer, quand on a fixé un objectif précis, par exemple le dribble, que le garçon soit de nombreuses fois dans la séance d'entraînement confronté à ce geste-là. Mais justement, tu parles tactique. Est-ce que c'est simple à des petits U15 de leur faire comprendre certaines choses que tu auras peut-être plus de facilité à le faire avec des seniors? Alors, forcément, le monde senior, c'est des joueurs qui ont eu tout un cursus de formation. Oui. Donc, ils ont une ouverture et des connaissances qui sont un peu supérieures à ceux des U15. Après, je rejoins complètement le collègue qui est passé juste avant moi.
parce que je pense que ça dépend de la personnalité de chacun et de l'approche que chacun fait du foot. Il va y avoir des ultra compétiteurs qui vont être là vraiment avec l'envie de se former, de se documenter, d'échanger, etc. Ouais. Et puis, il y a des garçons en structure amateur, ce qu'il n'y a pas forcément dans le monde professionnel, qui sont là juste pour jouer au football. Et ceux-là, c'est un peu plus difficile parce que eux, ils vont t'écouter, mais bon, ils vont faire ce qu'ils ont un petit peu envie de faire sur le terrain. Donc, c'est tout un équilibre à trouver pour essayer de faire en sorte qu'on puisse apporter à chacun et que ça se ressente dans le jeu de l'équipe. Mais globalement, moi, je suis assez content. Je pense que nous, on a quand même des garçons à Marc-en-Barœul, dès le plus jeune âge, quand ils sont motivés pour le football, à qui on peut apporter ces choses-là, qui vont, alors bien sûr, adapter à la catégorie, mais on peut amener ce principe tactique chez les jeunes, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Tu parlais d'ailleurs tout à l'heure du projet de jeu commun au club. Comment on arrive à mettre en place ça? Parce que je présume que c'est pas non plus très facile. Non, c'est difficile parce que, encore une fois, on est amateur, donc on est dépendant un petit peu des garçons qui sont dans la génération. On fait pas de recrutement sauvage ou vraiment spécifique sur nos générations. Donc, la difficulté, c'est qu'on a des éducateurs et des joueurs qui ont des qualités différentes et des visions du foot différentes. Nous, l'idée, c'est d'essayer d'avoir ce qu'on appelle des fondamentaux. D'accord? Et donc, on les retrouve dans le jeu de notre équipe première. La capacité à défendre le plus haut possible et à essayer d'avoir des séquences de pressing bien réfléchies. La capacité à être à l'initiative du jeu. Donc, c'est vraiment prendre le ballon, essayer de l'avoir le plus souvent possible pour maîtriser ses actions. Et après, on s'adapte. Forcément, en fonction de chacun des adversaires, on doit se comporter différemment. Je te prends l'exemple, moi, de mes U15 cette année. On a sur 12 équipes, 7 ou 8 matchs où on est en possession du ballon, on est très très haut sur le terrain, on est en attaque placée, donc là on doit gérer les contre-attaques. Et puis on a 3-4 matchs contre des structures professionnelles où eux ils sont capables de nous prendre le ballon parce que leurs joueurs sont vraiment dans ce domaine-là très très fort. Et là il faut être capable d'avoir un bloc équipe un peu plus bas, de contrer et de s'adapter. Donc je dirais qu'on a des fondamentaux qui sont variables en fonction de la situation et du match qu'on va jouer. Tout à l'heure, on parlait également avec Zaki de la partie vidéo. Est-ce que c'est quelque chose, vous, dans votre club, que vous mettez en place ou c'est compliqué, justement? Alors, il est mis en place par l'équipe première de façon régulière. Donc là, oui, ce qui est normal. C'est devenu un fonctionnement quasi professionnel. Hein. On s'adapte à la M3 et on a ce côté-là qui est vraiment très intéressant. On se développe par rapport à ça. Maintenant, l'idée, ça va être de l'amener chez les jeunes. Comme je te disais, on est une très très grosse structure, donc au niveau logistique, c'est pas facile à gérer. Mais ça fait partie des objectifs qu'on se fixe, de pouvoir assurer un suivi vidéo aussi en filmant les matchs, en filmant les séances et en faisant un retour par rapport à ça sur nos groupes de jeunes. Maintenant, de toi à moi, je pense que c'est vraiment un travail à plein temps. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on ait quelqu'un qui s'occupe de cette section-là en traitant les informations, en découpant les images et en faisant en fonction justement de notre projet de jeu des bilans et des choses ciblées sur l'aspect du jeu. Pour l'instant, on n'est pas encore très avancé chez les jeunes là-dessus, mais ça fait partie des axes de progression. Comment un coach met en place un projet de jeu? Est-ce qu'il s'adapte à l'effectif qu'il a? Est-ce que il a un projet de jeu et c'est aux joueurs de venir s'adapter à ça? Alors, il y a deux cas de figure. Nous, en senior, le coach, de par sa réputation et son travail, il est en capacité, dans la mesure du possible et de ses moyens, bien sûr, de choisir les joueurs. Donc ça, c'est l'idéal, parce qu'il va s'occuper des profils et s'orienter vers des profils qui sont vraiment axés sur son projet de jeu. Et dans ce cas-là, c'est le joueur qui vient s'adapter à la mentalité du coach et de l'équipe qui est déjà en place. Chez les jeunes, on est un peu plus dépendant de l'effectif qu'on a. Donc forcément, on va faire un état des lieux des qualités du groupe, des mentalités, de ce qu'ils ont envie de faire aussi, parce qu'il faut être à l'écoute. Parfois, on a tendance à vouloir se mettre en tête qu'on va jouer de telle façon, mais les gamins sont pas forcément d'accord et c'est pas ce qu'ils recherchent. Donc, on prend en compte tout ça et ensuite, en fonction des fondamentaux dont je t'ai parlé, là, on se met en place sur quelque chose d'un peu plus précis et qui colle à chaque groupe. Ouais. On voit là Willan Cyprien qui dit que tu es un coach renommé dans la région de France. Ça doit te faire forcément plaisir. Ouais, ça fait plaisir. Bon, après, on a un cercle d'amis en commun et c'est un garçon qui était au Racing Club de Lens, donc que j'ai suivi de très près parce que c'est à côté de chez moi et moi je viens du côté de ma mère de Lens et donc je suis fan de ce club-là aussi. Et ça fait toujours plaisir d'avoir des échanges avec ce style de joueur parce que c'est des exemples. Ouais. Justement, d'où te vient, parce que forcément, quand on t'entend parler, on peut t'entendre parler pendant des heures. D'où te vient cette passion? On voit que tu es vraiment passionné par ce métier d'éducateur, de coach.
Bah écoute, moi bon déjà je suis dans le foot depuis tout petit, par mes parents, par mes amis, etc. Et en D'accord. fait, au début c'était les jeux vidéo, vers 15-16 ans, Football Manager, tu sais tous ces jeux-là. Et je me suis dit bah pourquoi pas plutôt que le faire sur l'ordinateur, le faire en vrai. Donc à 16 ans, dans mon petit club de village, j'ai commencé à entraîner des gamins. Et puis je me suis pris au jeu. Ensuite, je me suis inscrit à la sortie du bac à une formation spécifique football qui existe plus maintenant dans le nord de la France. Donc Ouais. c'était un diplôme universitaire sportif, mais vraiment avec la spécificité football. Donc on faisait vraiment que des cours sur le foot, avec intervention du pôle espoir de Liévin, intervention de professionnels du métier, de clubs professionnels, etc. Et donc parti de là, je suis resté là-dedans et c'est mon quotidien, c'est ma passion, quoi. Donc un petit peu à l'image de ceux qui sont au très haut niveau, mais dans une structure amateur, c'est ma raison de vivre, quoi. C'est comme ça. Eh ben, écoute, Jonas, merci beaucoup. On te souhaite plein de bonnes choses parce que tu le mérites et peut-être qu'on te verra à haut niveau très rapidement. Bah C'est ce qu'on écoute, te souhaite. je vous remercie d'abord pour l'invitation et puis Avec plaisir. j'espère que ce sera le cas. Ça dépendra du contexte, des opportunités, mais je me fais pas de soucis, je suis passionné, je continue à travailler. Eh ben, écoute, ben, merci beaucoup en tout cas, Jonas. On te souhaite plein de bonnes choses. On te dit à De très rien. bientôt. À À bientôt, salut. bientôt. À bientôt.